Je vois que nombreux sont ceux qui sont restés dans la salle de déjeuner. Et nous allons tout de même commencer. Ça les fera venir. Messieurs, dames, si le futur président de la FJE veut bien venir jusqu'à nous. Viendez. Alors, merci à tous pour tous ceux qui sont restés et puis pour tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre pour cet après-midi. Nous allons donc entamer cette seconde partie de la journée. Donc, comme vous avez pu le voir, nous avons choisi un titre à la fois intrigant, mais à la fois un titre évocateur sur différents points, qui est celui de la nouvelle géopolitique du droit. Comme vous avez pu le noter, les 2 dernières années, et puis 2017 et fin 2016, dirons-nous, ont été l'objet d'un certain nombre de nouvelles régulations et réglementations qui sont arrivées en France. J'allais dire pour notre plus grand bonheur ou pas, selon les cas, et surtout avec une certaine accumulation sur les entreprises françaises. Une question à l'occasion de la loi Sapin 2, comme on l'appelle, mais aussi donc de toutes les questions de conformité, compliance, corruption, anticorruption et autres. Une question et un point qui est assez connu finalement depuis bien longtemps, qui est celui du droit du common law, qui est celui du régime anglo-saxon, dirons-nous, de droit, a refait surface à cette occasion. Alors, il ne s'agit pas du tout de dire que c'est la première fois que l'on débat de cette question pour savoir s'il y a un comparatif à faire entre les 2 types de régimes connus dans le monde. C'est bien loin d'être la première fois que la question est évoquée, mais c'est vrai qu'elle a refait surface à cette occasion. Pour autant, depuis maintenant quelques dizaines d'années, on sait qu'il y a une prégnance et une présence de plus en plus forte, aussi bien dans la partie régime contractuel, dans les questions de contentieux, on aura l'occasion d'en parler, mais aussi dans les réglementations et régulations, comme je l'indiquais tout à l'heure, que ce soit celles de compliance ou d'autres, où l'on s'interroge sur la manière dont le régime dit de droit anglo-saxon et le régime de common law je dirais, traite de ces sujets, et le régime de droit latin, dirons-nous, le droit latin germanique, en traite. Il nous a donc semblé, comme je l'indiquais ce matin, qu'il était important de reprendre ce thème et puis peut-être de lancer sur l'année 2018 la question et de la prendre sous une autre forme qu'habituellement, à savoir peut-être faire un peu un état des lieux sur cette situation, de se dire, comme on l'a intitulé, pourquoi tant de haine, c'est-à-dire reposer un peu le débat en se disant est-ce que finalement il y a une fracture entre les deux, est-ce qu'il y a une telle opposition entre ces 2 régimes de droit, mais aussi s'interroger sur leurs avantages et leurs inconvénients, sur la réalité de leur impact sur les entreprises françaises et sur la compétitivité, puisque nous aurons des personnes qui viendront nous parler de ce sujet, et aussi sur les solutions qu'on pourrait y apporter, puisqu'il ne s'agit pas aujourd'hui de dire qu'on en rejette l'un ou l'autre, mais finalement, est-ce que la notion d'optionnalité, est-ce que le fait de connaître les différents régimes de droit, le fait d'y avoir accès, le fait de les proposer, le fait d'être en mesure d'en trouver et d'en proposer différents n'est pas la solution finale. Donc certains commenceront à lever ces questions et puis nous les continuerons, comme nous le faisons toujours, sur des colloques un peu plus précis au cours de l'année. Pour entamer ce joli colloque, je l'espère, nous avons demandé au professeur Mercadal, qui a très gentiment accepté notre invitation, de venir ouvrir cette question avec toute la difficulté que ça peut être. Cet éminent professeur que je n'ose plus présenter aujourd'hui, qui est évidemment agrégé de droit et qui est vice-président, je crois, de l'Institut national de droit d'expression et d'inspiration française, qui a beaucoup œuvré au long des années sur justement cette question de la valorisation et de la mise en avant du droit dit aujourd'hui continental, français, ce que l'on veut l'appeler. Je lui laisserai le choix de ces mots. D'ouvrir donc ce colloque qui se formera sous la forme de 3 ateliers. 3 ateliers qui, j'espère, seront le plus interactifs possible et encore une fois, au cours desquels nous pourrons lancer certains débats et nous pourrons continuer de les approfondir au cours des mois qui viennent. Donc merci beaucoup, cher professeur, si vous voulez bien me rejoindre. En prie. Je vous laisse le choix si vous souhaitez ça. Merci beaucoup, Madame la Présidente.
Je suis très honoré au nom de l'IDEF, pour qui je vais m'exprimer, d'avoir l'occasion de vous présenter une première réponse, ou tout au moins une amorce de réponse, à cette question très provocante, pourquoi tant de haine? On peut d'abord s'interroger sur le point de savoir où est la haine et de quel bord vient-elle. Si on considère les lawyers, aurait-il de la haine pour nous? Nous ne pouvons pas le déterminer nous-mêmes. Mais on peut quand même peut-être se faire une petite idée, parce que grâce aux fonctions qui sont les mêmes dans l'Institut qu'on vous a cité, j'ai pu m'apercevoir de l'exceptionnel rayonnement du Code Napoléon. Je rentre des Émirats arabes unis, où l'IDEF a tenu un congrès international, et tous les juristes arabes, tous, c'est-à-dire de Casablanca jusqu'à Dubaï, évoquent le Code Napoléon, et tous leurs codes sont inspirés du Code Napoléon. Et c'est pourquoi Napoléon avait dit « Il restera de moi le Code civil ». Et Bentham a fait un écho chez les Anglais, au moment où il poussait à la rédaction d'un Code civil en Angleterre, en disant à cette époque « Tant que vous n'aurez pas fait un code, vous ne serez pas venu à bout de Napoléon ». Eh bien, moi, le mois dernier, j'ai pu le constater avec mes oreilles physiquement. Si c'est de notre côté, on peut comprendre que si on n'a pas de la haine, on a quelquefois le sentiment de recevoir des paroles vexantes. J'ai eu l'occasion, là aussi, physiquement de le vérifier. Me trouvant à Washington, il y a 5-6 ans, dans une manifestation de l'International Law Society, une table ronde existait, et le professeur de Columbia, quand il a pris la parole pour parler du rapport Common Law Civil Law, s'est exprimé en ces termes. According to doing business, common law is good, civil law is bad. Mais c'est la suite. Especially French. Ça fait pas plaisir quand même quand on est dans la salle et que l'on entend d'être ciblé de cette façon. Alors là, il y a peut-être un motif de mésentente réciproque, de rivalité. Et puisque les Anglais n'ont pas fait de code civil, la prophétie de Bentham continue à exister. Et c'est dommage, sinon on aurait eu un terme à cette rivalité. Peut-être pourrait-on essayer de voir comment on pourrait au moins la réduire, ou tout au moins trouver un terrain sur lequel on pourrait s'accorder. Selon Doing Business, qui a mis le feu aux poudres, tout le monde le sait, en 2004, la raison fondamentale pour laquelle cette étude considérait que le common law, je préfère dire le, parce que j'ai découvert maintenant qu'il y en avait beaucoup des common law. Alors, il y a la common law de tel pays, et peut-être il y a le common law au sens général d'un droit non écrit. Donc, pour eux, la supériorité du common law tenait précisément au fait qu'il n'y avait pas de droit préalable écrit et que le juge de common law pouvait adapter la décision qu'il allait à rendre absolument aux circonstances de l'espèce. Il pouvait vraiment donner une solution juste, efficace, pratique, parée de toutes les vertus, puisqu'il pouvait statuer librement dans ce cas. Du coup humain en quelque sorte. En revanche, les mêmes auteurs relevaient, le civil law est préfabriqué. Il a été écrit en 1804 pour l'essentiel, hein, parce que c'est l'alma mater quand même, le code civil, du droit de culture juridique civiliste. Ce droit-là, préfabriqué, ne peut pas coller aux circonstances de l'espèce. Il ne peut pas être efficace, il ne peut pas être productif, il ne peut pas être compétitif, parce que le juge, enserré dans les articles du code, va être obligé. Et là, si on prend exactement ce qui se disait au XIXe siècle en France, il va être obligé d'être la bouche de la loi, et par conséquent, il ne pourra pas donner une très bonne solution. Mais si l'on regarde de plus près cette façon de voir les choses, on s'aperçoit que s'il y a une supériorité, elle est dans les décisions de justice, puisque c'est le juge qui créerait la bonne situation en common law, et le juge qui, en civil law ou en culture juridique civiliste, aurait une solution moins bienfaisante pour l'économie. Sur cette base, je me suis laissé aller à penser
eh bien, il fallait comparer les jurisprudences. Si on juge mieux au Texas qu'à Paris, il n'y a qu'à voir comment on juge au Texas une question à peu près comparable à celle qu'on juge à Paris dans le même cas. Et c'est ainsi qu'avec l'aide d'une petite équipe, j'ai choisi, à une époque où aussi on critiquait du côté de la Banque mondiale la constitution de l'OHADA. Je l'ai entendu en 2005, ça aussi, au barreau de Paris, dans une réunion, où le chief économique de la Banque mondiale disait « l'OHADA, ça ne sert à rien, puisqu'on n'a jamais vu, depuis que ça existe, les pays qui l'appliquent faire un bond économique. » On était en 2005, l'OHADA a été signé en 1993. Vous voyez comme on peut avoir, en quelques années, tous les actes uniformes n'étaient pas encore pris, un jugement aussi définitif sur les mérites de l'OHADA. Mais trêve de polémique, puisque c'est le juge qui est supérieur, voyons vraiment comment il est supérieur. Et c'est ainsi que, partant de l'OHADA, j'ai fait rédiger une petite équipe, ce code annoté de l'OHADA, à l'origine duquel est l'IDEF, dont maintenant l'éditeur est Francis Lefebvre, et j'ai fait mettre des jurisprudences comparées sous les articles de l'OHADA. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que les décisions de common law peuvent illustrer n'importe quel article de l'OHADA. Sur le bail, par exemple. Si vous voulez vraiment vérifier ce que je dis, eh bien vous prenez ce livre dans une bibliothèque et vous le regardez de très près. Et je serais ravi qu'on me dise « Non, c'est pas, vous vous êtes trompé là. » Et je l'admettrai. Mais si je ne me suis pas trompé, je serais encore plus ravi. Parce que j'aurais fait la preuve qu'on pouvait réduire définitivement la haine, puisqu'on aurait trouvé un moyen objectif de s'assurer, puisque si deux décisions sont identiques, on aura du mal à dire qu'elles ne sont pas identiques, semble-t-il. Voilà donc comment je lance cette hypothèse, et pour l'illustrer, j'ajouterai que je pense qu'en France, et notamment parce que j'ai eu l'occasion de le vérifier, les juristes d'entreprise ont une idée du common law qui n'est pas toujours celle qu'est aujourd'hui le common law. Quand vous entendez un juriste anglais, pour parler de ceux qui nous sont les plus proches, il va vous dire la force du droit anglais du contrat, c'est la certainty. Et après, les auteurs, en développant le common law à travers le monde, disent de surcroît. C'est pas seulement à Londres que c'est jugé comme ça. C'est dans tout le Commonwealth, c'est dans tous les pays qui pratiquent le common law. Il y a donc une uniformisation qui se fait naturellement, qu'aucune juridiction de cassation d'un pays de culture juridique civiliste peut réaliser. Alors j'ai pris 3 exemples pour illustrer cette évolution que je crois déceler du common law à l'heure actuelle, qui mériterait par là même de réduire aussi la haine. La dernière fois que je suis intervenu devant un public, il y a 1 an à la faveur de la réforme des contrats, un juriste d'entreprise disait « Je choisis la loi anglaise parce qu'au moins je suis sûr que le juge va dire exactement ce que moi j'ai voulu dire dans ce que j'ai écrit. Il ne va pas se livrer à la recherche de la commune intention des parties, quand même à le faire le juge français. » Il faut d'abord remarquer que le juge français ne met pas son plaideur sur le divan et il ne le psychanalyse pas pour savoir ce qu'il pense. Il le fait à partir d'indices objectifs. Si vous lisez beaucoup de jurisprudence, je ne dirais pas combien j'en lis moi, mais j'en lis beaucoup, vous êtes frappé par la méticulosité avec laquelle des décisions bien faites vont rechercher ce que les parties ont pu vouloir à travers tel fait, non pas à travers ce qu'elles disent, mais à travers ce qu'elles ont fait. Et par conséquent, ça conduit aussi à une solution par nature plus objective. La confirmation de cette évolution, je l'ai lue tout récemment, parce que la 3e édition vient de sortir, du livre d'un auteur anglais, Cartwright, John Cartwright, qui vient d'écrire le common law pour les civilistes. Et ce qui est frappant, c'est qu'après avoir, à plusieurs niveaux, si nous avions le temps, je vous donnerai les références, après avoir
présenter la position traditionnelle ou classique, plus exactement, du common law, il signale toutefois les choses changent et il y a une évolution. Le précédent, c'est moins suivi qu'avant. Les méthodes d'interprétation sont aussi évolutives. Et en effet, quand on regarde de plus près et qu'on analyse une quantité de décisions de justice anglaises, on s'aperçoit que quelquefois, il y a une recherche de la commune intention des parties. Le deuxième exemple que j'aimerais vous souligner a trait à la clause pénale. Là-dessus, la séparation est évidente. Chacun sait que nous admettons la peine pour forcer à l'exécution, que les Anglais refusent la penalty et qu'ils réduisent donc ce que nous appelons la clause pénale à une clause d'évaluation des dommages-intérêts. Mais, et là, je m'en excuse, mais j'ai laissé le texte parce que je voudrais montrer que je n'invente pas. C'est pourquoi je me suis doté. Merci beaucoup. De photocopie. Il y a 2 ans, à la revue du droit des contrats, le directeur du cabinet Clifford Chance à Paris, Yves Worley, a écrit à propos de 2 décisions de la Cour suprême, puisqu'il n'y a plus de chambre des lords en Angleterre, mais il y a une Cour suprême, décisions qui ont été rendues en novembre 2015, que le principe, et il commence comme ça, le principe de l'interdiction de la pénalty demeurait en Angleterre et qu'il avait été renforcé par ces 2 décisions. Toutefois, il signale tout de même que, tout en jugeant que ce critère posé de longue date pour qualifier les clauses litigieuses n'était plus, écoutez bien, c'est la Cour suprême d'Angleterre qui parle, n'était plus adapté aux situations contractuelles complexes d'aujourd'hui. Je n'ai jamais, jusqu'à présent, pu penser que le common law pouvait ne pas s'adapter aux situations complexes d'aujourd'hui, tel qu'il était avant. Eu égard, désormais, ce qui a été convenu entre les parties ne sera condamné que si c'est en dehors de toute proportion, eu égard à l'intérêt légitime du créancier à l'exécution de l'obligation. Comme il le dit, ces décisions reconnaissent que le juge anglais peut donc admettre, dans une certaine mesure, une pénalité. Il s'emploie aussitôt après pour dire qu'en définitive, le juge anglais ne changera rien à ses méthodes. Mais prenons le cas de cette clause pénale et de son évolution. J'ai une décision de 1980 par laquelle une juridiction anglaise a refusé l'exéquatur à une décision de justice qui avait entériné une pénalité. Donc cela, en 1980, était tout à fait conforme à ce que la common law anglais était. Aujourd'hui, il a évolué. Est-ce qu'il est encore, ou il serait encore, d'ordre public international anglais, que la décision rendue par exemple par un tribunal français qui aurait admis une pénalité que le juge aurait proportionnée, puisque nous n'avons plus ce système de 1804, nous avons désormais la possibilité de corriger la pénalité excessive ou dérisoire en fonction des circonstances de la cause et des intérêts en jeu. C'est à peu près ce qu'a recommandé la Cour suprême d'Angleterre. Donc, est-ce que ce serait encore aujourd'hui d'ordre public international anglais pouvant justifier le refus de l'exéquatur? Car c'est là que le droit prend vraiment son sens. Dans la vie internationale, bien entendu. C'est au moment où vous ne pouvez pas faire exécuter par la force publique d'un pays étranger la décision qui a été rendue en votre faveur par un autre pays. Chacun a sa souveraineté, son autonomie et les droits de juger comme il veut. Donc, vous pouvez aujourd'hui constater qu'on pourrait aller plaider devant la Cour suprême d'Angleterre pour dire, en réalité, vu l'évolution qu'a marquée votre solution de 2015, nous sommes à peu près arrivés au même niveau. Eux partent de l'interdiction
et ils admettent une exception à l'interdiction. Nous, nous partons de la liberté, de la validité, et nous admettons une exception à laisser jouer la liberté complète, puisque le juge peut toujours modérer, en fonction des circonstances, la pénalité. Et le dernier exemple est celui qui a trait à ce rayonnement qui serait naturel du common law à travers tous les pays du Commonwealth. Et bien là encore, si on s'attache à la jurisprudence, j'ai trouvé une décision du Nigeria qui refuse l'exéquatur à un jugement de la Cour d'appel de Londres parce qu'il a trouvé intolérable la solution que la Cour d'appel avait admise. Elle avait admis qu'un Anglais était le créancier d'un Nigérian parce que dans un pub plutôt, à Paris on aurait dit un bistrot, excusez-moi, que dans un pub, une partie, un tiers, avait entendu dire telle chose. Sur cet ouï-dire, ou hearsay, comme on lit dans la décision, la Cour d'appel d'Angleterre a reconnu la créance de l'Anglais. Bien entendu, il a voulu se faire payer. Alors, comme le Nigérian avait des actifs probablement qu'à Lagos, il est allé à Lagos demander l'exéquatur. Et la Cour suprême du Nigeria la lui a refusé, en trouvant que c'était anticonstitutionnel pour elle d'admettre une preuve par ouï-dire. À vous de juger. Voilà ce que je voulais vous présenter quant à la haine entre common law et civil law et les évolutions qui se manifestent. Je vous remercie de votre attention. Bonjour. Stéphanie Couture, je suis membre du conseil d'administration de l'AFJE, relocalisée à Montréal depuis environ 1 an et demi. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous avez vu en arrivant que je vous ai apporté un petit cadeau, de la neige. Donc, j'espère que vous l'appréciez bien. On en a à revendre à Montréal cette année. Alors, j'invite les membres de la table ronde pour faire l'état des lieux entre le droit de la common law et le droit continental à venir me rejoindre, s'il vous plaît. Et puis, je tiens aussi à remercier le professeur Mercadal pour son introduction. Elle a bien mis la table sur ce sujet de pourquoi tant de haine entre le droit de la common law et le droit continental ou le droit civiliste. Alors, vous pouvez vous asseoir, rester debout, vous faites comme bon vous semble. Alors, j'introduis rapidement les membres de la table ronde en commençant par mon extrême gauche, donc votre droite. Et il s'agit de Pierrick Le Goff. Et je vais vous dire rapidement sur les bios parce qu'elles sont tellement fournies et c'est des gens d'une très grande expérience, très grande richesse de pratique. Et des grands académiciens que sinon on passerait l'heure qu'à parler de leur très beau CV. Donc, Pierrick Le Goff, qui est directeur juridique d'Alstom. Bénédicte Fauvard-Cosson, qui est professeur à l'Université Panthéon-Assas. Adam Smith, qui est un directeur juridique, avocat, membre du barreau d'Angleterre avec plus de 30 ans d'expérience. Et Charlotte Hiverne, qui a une grande expérience en droit humanitaire international et qui est conseillère en développement de l'influence par le droit au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup à tous d'avoir accepté mon invitation, l'invitation de l'AFJE à partager votre expérience sur le sujet de la common law et du droit continental. Alors, ma première question à vous, ce titre qu'on a choisi, pourquoi tant de haine? Rapidement, chacun de vous, donnez-moi quelle est votre impression ou votre sentiment sur ce titre. Est-ce qu'il est adapté ou pas? Je vous laisse. On laisse à la diplomatie le choix des premiers mots, c'est ça? Il est très provocateur, sans aucun doute. C'est pas la vision qu'on a au ministère des Affaires étrangères. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur quels sont un peu les enjeux qui sont derrière cette thématique pour nous. Je passe une. Bonjour.
Alors, pour ma part, je dirais que ce n'est pas une question de haine du tout, mais que tout simplement, le common law est supérieur, comme on a vu tout à l'heure avec le professeur de droit. Pas du tout. Bonjour. Alors moi, j'ai interrogé John Cartrack, que vous avez cité, puisqu'il est en ce moment à Paris 2, au Collège de droit. Donc hier, je lui ai dit, figure-toi, j'interviens demain, pourquoi tant de haine? Et il m'a répondu, c'est outrageous. Et il m'a répondu, ça m'a davantage préoccupé, nous constatons en ce moment à Oxford une certaine tendance des Français à utiliser des mots tout à fait excessifs que jamais des Britanniques n'utiliseraient. Et il a notamment mentionné l'exemple d'un auteur français qualifiant un autre d'hypocrite. Alors, je ne sais pas si jamais les Britanniques ne se traiteraient d'hypocrites. En tout cas, je pense que ce mot est un peu fort. C'est peut-être bien pour un titre de colloque, mais pas davantage, parce que ça ne correspond certainement pas à la réalité. Pierrick? Oui, alors en fait, je vais répondre en rebondissant et en faisant un lien sur deux notions utilisées dans son introduction par le professeur Mercadal. La première, la notion de clause pénale. La deuxième, la notion de parole froissante. En fait, on a une longue tradition au sein d'Alstom de coopération et de cohabitation de juristes de tradition civiliste et de juristes de droit de common law, puisque en fonction des périodes, on est plus ou moins à 50-50 en termes de représentation. Et en 2006, nous avions notre colloque annuel des juristes du secteur énergie d'Alstom. À l'époque, j'étais dans le secteur énergie. Et donc, nous avions des conférences, des expositions, des exposés. Et on m'a demandé de présenter une analyse de droit comparé, droit continental, droit de common law, sur la clause pénale. J'ai donc fait ma présentation en essayant d'être neutre et impartial, conscient de la population dans la salle, et je me suis dit en fin de présentation, il faut quand même que je tranche dans un sens ou un autre, sinon je vais être accusé de ne pas prendre position. Et donc j'ai eu la maladresse de terminer en concluant que finalement la version civiliste de la notion de clause pénale avait cet avantage de ne pas être brutale, puisque en effet le juge peut ajuster la clause au lieu de la déclarer invalide, et donc ça préserve une certaine flexibilité. À ce moment-là, l'un de mes collègues britanniques a pris position pour m'expliquer qu'en tant que juriste qui mange les escargots, je n'avais aucune légitimité pour remettre en cause la suprématie du système de droit de common law, donc on rejoint les déclarations d'Adam. Mais en fait, on n'a jamais perçu ça comme de la haine, c'est à la limite quelques boutades, quelques chamailleries, voilà. Alors, on va explorer ce sujet de façon un peu plus détaillée. Pour ma part, l'expérience canadienne, ou plutôt québécoise, il n'y a pas de haine, mais il y a une cohabitation historique, sachant que à l'université, on apprend la common law pour tout ce qui est droit pénal et droit criminel, et c'est le droit civiliste qui s'applique au droit civil. Donc, on a vraiment appris à cohabiter sans qu'il y ait de haine. C'est tout à fait naturel pour nous dans ce système-là. On revient quand même sur la portion plus historique, sociétale, et je demanderai à Adam de commencer à nous présenter sa vision de l'émergence de ces droits-là et de leur provenance. Merci. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails substantifs des différents systèmes de droit. D'abord parce que je suis très, très médiocre en tant que juriste et que cet aspect-là ne m'intéresse pas trop. En fait, comme on avait vu tout à l'heure, je suis avocat au barreau de Londres. J'ai bossé à Londres dans un cabinet d'avocats, mais depuis les 20 dernières années, j'ai travaillé en France et en Allemagne sans avoir le moindre diplôme du droit allemand ni de droit français. J'ai envie de dire que ce n'est pas juste parce que je suis un très mauvais juriste anglais. C'est pas ça qui va m'empêcher d'être un très mauvais juriste en Allemagne ou en France, même que ça aide. On avait vu avec l'intervention du professeur de droit que les deux systèmes commencent à se ressembler, que les deux systèmes convergent à tel point qu'on pourrait
peut-être se poser la question aujourd'hui de quelle est la réelle différence et est-ce que c'est même intéressant ou pas. Mais je pense que ce qui est intéressant pour moi, c'était de regarder l'aspect sociétal et historique du développement de ces deux systèmes et de me dire que le droit commun reflète une motivation historique de limiter le pouvoir du gouvernement, l'emprise du gouvernement sur le côté privé, sur les accords conclus en privé, par exemple entre deux entreprises. Alors que le droit civil, si on peut parler d'un droit civil, reflète une initiative historique, d'abord révolutionnaire et ensuite napoléenne, justement d'interférer avec les contrats conclus entre les personnes privées. Et du coup, Friedrich Hayek, l'économiste autrichien devenu philosophe britannique, donc il avait quand même un pied dans les deux camps, a pu se prononcer en faveur du droit commun en disant que le droit commun était effectivement supérieur to civil law, non pas à cause des différentes provisions substantives dans les règles juridiques, mais effectivement parce que le common law va de pair avec moins d'interférences et une plus grande liberté économique et contractuelle. Mais c'est sans doute pour ça que dans le Doing Business, dans les livres de Doing Business que le professeur Mercadal a cité, on a cette tendance à penser que le common law est plus pro-business que le droit civil. Du coup, récemment, on a vu effectivement que il y a une plus forte protection pour le droit contractuel, je dirais pas forcément pour la prévisibilité contractuelle, parce que le juge anglais peut toujours regarder les intérêts et les motivations des deux parties, mais qu'il y a quand même un plus grand respect pour la possibilité de conclure quelque chose par contrat et un plus grand respect pour les droits de propriété, dans le sens très large, dans le système du droit commun. Et du coup, j'ai lu récemment une étude faite effectivement par un Américain, Mr. Mahoney, en 2001, qui a démontré que le common law, que dans les pays du common law, non seulement ils ont des marchés financiers plus développés que dans les pays du droit civil, mais en plus ils ont bénéficié d'une croissance économique plus forte et plus rapide que dans ces pays civils. Et ça, non seulement parce que une partie substantive du droit privilégie l'aspect financier ici ou là, mais effectivement à cause de cette sûreté plus importante et ce respect plus important pour la liberté contractuelle. Charlotte, comment on réagit ou quelle est la position du ministère face à non pas seulement la position d'Adam, mais ce courant ou ces effluves qu'on peut avoir du côté outre-Manche ou ailleurs sur l'aspect droit common law et droit civil? Au ministère, on s'interroge d'abord sur les enjeux qui sont derrière cette mal nommée, on pense, bataille juridique entre les deux systèmes. Il y a d'abord des enjeux économiques, je pense que ça personne ne l'ignore. Un récent d'ailleurs rapport de l'AFJE avec le CRED, Paris 2 et EY, le cabinet EY, publié en octobre 2017, faisait remarquer qu'en France, le marché du droit correspond à environ 31, quelque chose milliards d'euros, juste pour la France, qui n'est pas une exception dans le monde du marché du droit. Si on multiplie ça à l'échelle de la planète, on se rend compte que le marché économique du droit est absolument immense, colossal. Il y a énormément d'enjeux financiers et économiques. Les innovations, notamment technologiques, rendent le marché très vivant et se renouvellent régulièrement. Donc il y a toujours de nouveaux enjeux ou de nouvelles questions juridiques qui se posent. C'est un petit peu un marché qui, pour l'instant, en tout cas, n'a pas de fin. Donc ces enjeux économiques sont peut-être la première cause, on va dire, d'une bataille un peu orchestrée. Le deuxième enjeu, c'est les enjeux d'influence. Le droit continental ou le droit civiliste correspond à peu près les 2/3 de la population mondiale. En tout cas, les systèmes sont appliqués dans les 2/3 de la population mondiale. Ça correspond à 12 des 20 premières économies mondiales. Ça correspond aussi à peu près 70% des pays. Je pourrais multiplier les chiffres pendant un petit moment. Mais du coup, voilà, on est
présent dans de nombreux pays et on a l'impression parfois que la voix du droit civil, de la tradition civiliste n'est pas vraiment représentée ou portée dans le monde des affaires ou dans le monde de la normativité internationale, ce qui n'est pas forcément le cas. Du coup, on s'est interrogé au niveau du ministère des Affaires étrangères, mais pas que, notamment en réponse à Doing Business, qui a pas mal traumatisé les juristes civilistes, à quelle était la réalité de l'impact du droit civil dans l'attractivité économique de ces États. Et donc est né l'index de la sécurité juridique, qui est réalisé par une équipe de chercheurs sous l'égide de la Fondation pour le droit continental, dont la première étude publiée l'année dernière a conclu que les deux systèmes permettaient d'aboutir à des niveaux de développement économique assez similaires. Alors le résultat est un petit peu surprenant, sachant qu'effectivement nous matraque régulièrement que la common law ou le common law est le droit par excellence des affaires, que si on ne passe pas par là, on ne peut pas faire des affaires, etc. Cette étude empirique et scientifique prouve qu'en fait on arrive à des niveaux assez similaires. Et que du coup, le rapport Doing Business est peut-être un peu orienté dans sa façon d'être fait, et que c'est peut-être ça qui conduit à des résultats qui nous ont un petit peu traumatisés ou porté préjudice, en tout cas dans le monde des affaires. Donc nous, ce qu'on retient, c'est surtout qu'au-delà d'une primauté ou d'un aspect plus intéressant ou plus efficace de l'un droit ou de l'autre, il y a surtout deux visions différentes du droit et de faire du droit, et qu'il faut apprendre à cohabiter ensemble. Il faut surtout pour nous, ce qui est important, et je le dis parce que je travaille pour la direction de la mondialisation qui s'occupe du développement et notamment du développement durable, de s'assurer d'une certaine continuité dans les systèmes de droit. On assiste aujourd'hui, et je vais prendre l'expression chez les Britanniques, à un cherry picking, c'est-à-dire un picorage de droit qui rend en fait les systèmes nationaux à peu près incohérents dans pas mal de pays. Et c'est difficile pour les juristes, mais aussi pour les citoyens, si on va sur un terrain autre que simplement le droit économique, de s'y retrouver, de trouver une cohérence, et on aboutit à des décisions de justice complètement contradictoires dans le même pays. Donc c'est vraiment un effet sur lequel on essaye, nous, de travailler pour avoir une cohérence d'ensemble. Si hybridation il doit y avoir au niveau national, il faut qu'elle soit faite de façon réfléchie, et pas juste parce que l'offre de financement est plus intéressante chez les uns que chez les autres, et je parle là de banques de développement. Le deuxième aspect, effectivement, l'hybridation, et vous le mentionnez en introduction, on ne peut pas passer à côté, notamment au niveau international, et en tout cas pour le ministère des Affaires étrangères que je représente, c'est aussi une source de compromis politique de faire de l'hybridation au niveau international. Et là où on a peut-être le plus de mal à trouver des conciliations, c'est sur les procédures pénales et les tribunaux pénaux internationaux, où on a deux systèmes quand même qui ont du mal à cohabiter ensemble, et on arrive à pas mal d'incongruités. Du coup, notre position est surtout de promouvoir l'expertise française, notamment dans les pays qui ont notre tradition en commun. Et donc, je reviendrai peut-être plus tard sur ce qu'on fait pour promouvoir cette expertise française, pour notamment répondre aux nouveaux enjeux du développement qui sont constants et aux nouveaux enjeux du droit liés aux nouvelles technologies notamment, mais pas que. Voilà. Merci. Bénédicte, vous qui avez participé à plusieurs groupes de travail sur le droit international, le droit des contrats notamment, quelle est votre perspective si on en vient plus à la compétition de ces droits-là? Et est-ce qu'effectivement vous constatez qu'il y a du cherry picking et comment les droits s'emboîtent les uns dans les autres? Bien sûr. Et ce que vient de dire Charlotte Yverne est tout à fait juste. Et heureusement qu'on ne vit pas isolé dans son système juridique. Mais moi, ce que je constate, c'est que en France, nous avons quand même une foi assez exceptionnelle dans nos forces d'invention, dans notre génie, dans notre rôle d'avant-garde dans le monde, et particulièrement les juristes, en raison du fait que nous avons exporté le Code civil pendant plus de 2 siècles. Et c'est difficile. Et du coup, quand les rapports Doing Business ont été publiés, nous l'avons vécu comme un psychodrame, d'autant plus que c'était l'année du bicentenaire du Code civil et qu'à l'époque, on ne parlait quasiment que d'un Code civil européen, qui d'ailleurs n'a pas vu le jour. Mais Marcel Gauchet l'explique très bien dans son livre « Comprendre le malheur français ». Il y a d'un côté ce sentiment de déclassement et de l'autre ce sentiment que la France a un rôle à jouer. Et ce sentiment nous est renvoyé aussi de l'étranger. Vous l'avez très bien dit, Monsieur Mercadal, tout à l'heure. La France a un rôle à jouer parce que la France reste un laboratoire d'idées à rayonnement mondial. Seulement, ce n'est pas
toujours favorable à l'attractivité économique. On va avoir des idées formidables en matière de responsabilité sociétale de l'entreprise. On ne va pas forcément avoir les idées qui vont le plus favoriser les entreprises françaises et l'efficacité économique. Alors, vous m'interrogez sur le droit des contrats. Qu'ai-je pu constater avec la grande réforme du droit des contrats? Eh bien, partout en Europe et même au-delà de l'Europe, tout le monde a observé ce que nous faisions. Depuis l'avant-projet Catala, il ne s'est pas passé une année sans conférence à l'étranger pour regarder ce que faisaient les Français. Et ça, c'est quand même assez réjouissant. Alors évidemment, les Britanniques ont un peu souri, notamment lorsqu'ils ont vu que nous allions introduire des dispositions pour lutter contre les clauses abusives entre professionnels. Article 1171. Mais je voudrais quand même que vous sachiez que depuis 1977, les Britanniques ont cela dans leur loi, Unfair Contract Terms Act. La section 3 permet de sanctionner des clauses abusives entre professionnels. C'est soumis à un test de reasonableness, section 11. Mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'en revanche, si une entreprise française et une entreprise russe choisissent le droit anglais, alors là, la section 27 de cette loi de 77 vous dit que là, la section 3 ne joue plus. Le juge ne peut plus sanctionner les clauses abusives parce que le droit anglais est réputé pour la legal certainty, l'efficacité, et donc on ne va pas permettre, si les parties ont choisi le droit anglais, cet instrument de justice qui est pourtant autorisé par le droit anglais. Donc c'est cette image du droit anglais que vendent les Anglais. Le contrat est judge-proof. Une image liée à la force obligatoire, vous l'avez dit, à la liberté contractuelle. En réalité, la technique des implied terms va quand même permettre de contrebalancer cela. Et toute une série de doctrines en équité. Simplement, ils n'ont pas de principe général. Pas de principe général de bonne foi. Mais je crois que cette idée de legal certainty est peut-être un peu surfaite en droit anglais. Et en plus, et c'est peut-être aussi pour cela qu'on ne se comprend pas toujours, il y a un malentendu profond. Nous, en France, nous associons la sécurité juridique à la codification. Et nous allons partout dans le monde, avec la Fondation pour le droit continental, avec nos diplomates et tant d'autres, dire le droit français, c'est un droit codifié. Il est codifié, c'est la sécurité juridique, la règle écrite. Mais si vous interrogez les Anglais, John Cartwright, Simon Whitaker ont écrit là-dessus. Legal certainty, c'est la sécurité contractuelle parce que le juge n'intervient pas dans le contrat. Et donc, il y a une incompréhension sur ce concept même de sécurité juridique qui a pu conduire à des accusations peut-être de mauvaise foi de part et d'autre, pas de la haine, mais quand même parfois une certaine accusation de mauvaise foi, même si elle était peu explicite. Je crois que c'est simplement parce qu'on se comprend mal. Et quand on a élaboré les principes d'unidroit à unidroit dans le groupe de travail, on ne voyait pas de différence profonde. Et d'ailleurs, si l'article 1.7 consacre un principe général de bonne foi, c'est à la demande du juge australien que dans la deuxième édition des principes d'unidroit, on a rajouté l'article 1.8 qui consacre le principe de l'estoppel. Et les Anglais reconnaissent que dans la formation de leur droit anglais, il y a eu une influence de la France. L'estoppel, le mot vient du vieux normand étoupe. Le droit anglais s'est formé à partir de 1066, la conquête anglo-normande. Toutes les grandes idées innovantes au XIXe siècle en droit anglais, elles sont venues de la doctrine française, qui était citée par les juges comme quasiment une autorité aussi haute que la Cour suprême aujourd'hui. Alors Pottier et la doctrine de la mistake n'a pas toujours été très aimée par tous les juges anglais, mais il y a eu cette influence jusqu'au XIXe siècle. Au XXe siècle, les choses ont changé. Le droit anglais s'est davantage replié sur sa propre construction après la fusion de l'equity et de la common law. Mais je crois que les Anglais ont conscience de cette historicité, de cette continuité du droit anglais et de cette influence, même si aujourd'hui les choses se sont un peu tendues aussi, et si j'ai le temps j'en reparlerai tout à l'heure, du fait de l'Union européenne. Donc ce que je voudrais dire pour répondre à votre question, c'est que dans les groupes de travail, qu'il s'agisse du droit substantiel pour le droit des contrats unidroits ou du droit international privé pour le DIP des contrats, la conférence de La Haye, les difficultés n'étaient pas entre juristes anglais et français.
Merci beaucoup de nous redonner la perspective de ce côté-ci de la Manche. C'est très intéressant. J'ai hâte d'entendre Adam là-dessus. Mais auparavant, Pierrick, j'aimerais bien que vous, avec votre grande expérience à titre de directeur juridique d'un grand groupe international, que vous nous fassiez part un peu de votre vision quant à l'application sur le droit des contrats de cette dualité. Alors, tout d'abord, ma grande expérience dans ce domaine est peut-être moins en tant que directeur juridique, mais plus en tant que juriste de projet, plus jeune dans ma carrière, lorsque j'étais vraiment sur le terrain opérationnel, en face des clients, à passer des semaines et des semaines à essayer de boucler des contrats. En fait, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, à savoir la longue tradition civiliste anglo-américaine au sein d'Alstom, c'est vrai qu'on regarde de manière assez fréquente, sans faire nécessairement de statistiques très poussées, mais on regarde un peu finalement quels sont les grands systèmes de droit qui sont utilisés comme loi applicable dans nos contrats internationaux. En fait, on constate aujourd'hui plusieurs tendances. Tout d'abord sur les marchés d'appel d'offres publics qui sont évidemment importants pour nous puisque nous intervenons sur les infrastructures de systèmes ferroviaires, donc avec beaucoup de clients entités publiques. Je dirais qu'on ne constate pas nécessairement une concurrence des forces en présence, mais plutôt une coexistence, puisque dès que vous êtes sur les marchés publics, c'est en général la loi de l'entité publique qui s'applique, et donc chaque pays va appliquer son propre système de droit. Ensuite, on pourrait penser que même sur ce type de projet, pour les accords auxiliaires ou les accords collatéraux, c'est-à-dire les principaux contrats de sous-traitance, les accords de consortium, les parties vont avoir un peu plus de flexibilité pour choisir d'autres lois applicables. En fait, ça vient avec un bémol qui est le souci de la coordination et de l'harmonisation des différents contrats, de ces montages contractuels, puisque par souci de cohérence, il peut être souhaitable de choisir la même loi applicable pour les différents contrats du projet. J'ai d'ailleurs un souvenir qui m'avait marqué il y a quelques années. J'étais allé négocier un contrat de construction, cette fois-ci pas de ferroviaire, mais de centrale électrique en Thaïlande. Et j'y allais pour débloquer les quelques points restants dans le contrat. Et donc, évidemment, la session commence par un travail préparatoire. Et donc, en consultant les juristes qui travaillent sur le projet, évidemment, première question, quelle est la loi choisie pour régir ce contrat, pour qu'on puisse trouver les moyens de sortir de l'impasse des points bloquants. Et là, j'apprends que le contrat a été régi par le droit de l'État de New York. Donc ensuite, ma question était, mais comment se fait-il que pour un projet avec un consortium européen et un client thaïlandais, on se retrouve avec le contrat gouverné par le droit de l'État de New York? Réponse, la banque leader du pool bancaire qui finance le projet est une banque américaine. Donc le droit de l'État de New York s'applique au contrat de financement et donc par souci de cohérence, le contrat de construction clé en main de la centrale est régi par le droit de l'État de New York. Donc on voit un peu ces phénomènes de ricochet. Ensuite, deux tendances peut-être plus récentes et plus marquées, même si elles ne sont pas sans débat potentiel. La première, c'est la montée constante de l'évolution de la Lex Mercatoria. Ces principes de droit commun. Alors souvent, en tant que praticien, on regarde la Lex Mercatoria comme vraiment de la théorie juridique et n'ayant pas vraiment sa place dans la pratique du droit des affaires. En fait, la Lex Mercatoria a fait son apparition dans les modèles de contrat de la CCI, donc je pense qu'on ne peut pas être beaucoup plus concret en termes d'application pratique. Et puis ensuite, et je suis très content d'avoir à mes côtés Bénédicte, puisque j'avais amené certains extraits des principes unidroits qui sont présentés comme l'effort de codification de la Lex Mercatoria. Et en fait, les principes unidroits sont régulièrement pour nous des sources d'inspiration. Et sans qu'on se soit concerté avec le professeur Mercadal, j'avais justement choisi l'article des principes unidroits portant sur les clauses pénales. Alors, c'est intéressant parce que justement, on voit que les membres du groupe de travail se sont longuement penchés sur finalement comment rédiger l'article des principes unidroits sur les clauses pénales sans tomber dans des vues partisanes, droit civil, droit de common law. Et donc, le titre
de la clause est justement ni intitulée clause pénale, ni intitulée liquidated damages. Alors là, j'ai la version française, mais le titre, c'est indemnité établie au contrat. Et quand on lit les commentaires explicatifs de cette clause, il est expressément précisé que le libellé et la rédaction de la clause a été expressément prévu pour pouvoir se coller dans le moule aussi bien du droit d'inspiration civiliste que du droit de common law, afin justement de refléter cette dimension internationale. Et en écoutant l'introduction tout à l'heure du professeur Mercadal, qui faisait référence aux arrêts récents Cavendish et Parking-Hyde en Angleterre sur l'évolution du droit anglais vers une convergence par rapport au droit civil, je soulève une question générale, et ça m'intéressera d'avoir vos vues, puisque Bénédicte, j'ai vu que vous aviez fait partie des groupes de travail sur les principes unidroits. En fait, je me demandais si on n'a pas un phénomène d'uniformisation à rebours, puisque cette clause que je citais des principes unidroits était déjà, à ma connaissance, dans la version 2010 des principes unidroits, et les arrêts qu'on vient de citer sont de 2015. Donc, est-ce que, sans faire de la spéculation sur le fait de savoir si les juges de la Cour suprême au Royaume-Uni ont été influencés par les principes unidroits, on peut se poser la question, finalement, est-ce que, alors que la lex mercatoria est censée être la convergence des principes de droit commun des États, finalement, l'ascenseur ne redescend pas dans certains pays pour finalement aider à cette convergence au niveau national. Enfin, c'est une question intéressante que je soulève. Je ne sais pas si vous voulez y répondre. Alors, certainement, pour ces arrêts, les juges de la Cour suprême ont fait des études assez approfondies de droit comparé. L'un d'eux m'avait écrit pour me demander tout ce que je pouvais lui envoyer sur la clause pénale en droit français. J'ai envoyé des extraits d'une thèse. Alors, ils ont surtout regardé le droit allemand. Et dans l'arrêt, c'est surtout le droit allemand qui est cité, mais aussi les principes d'unidroit, bien sûr. Donc, il ne fait pas de doute qu'aujourd'hui, les principes d'unidroit constituent en fait un instrument de convergence des droits extraordinaires à travers le fait que les juges s'y réfèrent, et parfois ouvertement, comme dans certaines décisions de la Cour suprême, pour justifier leurs décisions, sans parler des arbitres. Alors, changement un peu de cap dans les sujets abordés. Je reviens à Adam parce que j'imagine qu'il doit bouillir de pouvoir nous en renvoyer un peu. Alors, ma question pour toi, c'est au niveau de la formation des juristes qui pratiquent ces droits-là dans les entreprises, est-ce que tu constates ou tu détermines une différence entre les juristes de formation de common law ou les civilistes? Non. En fait, si. Bon, ça, ceci règle cela. Non, la question que je voulais me poser, c'est que quand on regarde la constitution du CAC 40, on peut trouver le nom de la personne qui est directeur ou directrice juridique. Parmi ces 40 grandes entreprises en France, je dirais qu'à peu près une dizaine de directeurs, directrices juridiques sont issus d'une formation du droit commun. Donc à peu près 25%. Je ne suis pas plongé dans la même étude exacte en Angleterre, mais je me pose la question sur le FTSE 100, les directeurs juridiques des 100 plus grosses boîtes en Angleterre, combien sont des Français ou des Allemands? Je pense, mais je n'ai pas regardé, mais je pense que le chiffre se situe quelque part entre -1 et +1. Non, mais là, je veux intervenir. Là, en fait, pourquoi va-t-on étudier le droit en Angleterre? Moi, je suis partie à 18 ans étudier le droit en Angleterre, mais pour apprendre l'anglais, mais pas pour le droit. On s'en moque du droit. Et pour l'expérience, pour apprendre l'anglais. Or, les Britanniques ne veulent même plus apprendre le français. Et nos programmes d'échange ne fonctionnent plus parce qu'ils ne savent plus parler une deuxième langue. Donc, il faut relativiser ces chiffres. Absolument. En plus, il ne faut pas aller en Angleterre pour apprendre l'anglais. Il faut aller à Barcelone. Il fait beaucoup plus chaud. Non, en me posant cette question de qu'est-ce qui différencie le juriste anglais ou common law du juriste français ou du droit civil, je me souvenais qu'en 2009, j'étais en Allemagne. J'avais un patron allemand qui me demandait de trouver un directeur juridique d'une division de son business.
Je lui ai présenté un certain nombre de candidats. Stéphanie se souvient de qui je parle. Il m'a dit, mais pitié, pour que ce ne soit pas un Allemand. Malheureusement, il est assez difficile de trouver un directeur juridique d'un business allemand qui ne soit pas allemand, et donc j'ai fini par trouver un Allemand. Récemment, je me suis plongé dans cette étude intéressante que je ne peux que vous recommander, Charting the Divide Between Common and Civil Law, par Thomas Lundmark. C'est un livre qui coûte une belle centaine de livres, et donc je l'ai lu pour que vous n'ayez pas à le lire. Même si aujourd'hui 100 livres vaut à peu près 37 centimes. Thomas Lundmark est un homme assez impressionnant parce qu'à la base il est suédois, il est expert donc en droit suédois, il est également expert en droit allemand, et il a pu comparer le droit américain et le droit britannique parce qu'il est expert dans ces 4 domaines. Manque de bol, il n'a pas regardé le droit français. Même, je pense que c'est une bonne chose parce que ça me permet de me situer quelque part entre le droit américain et le droit allemand. Et en fait, ce qu'il a fait, c'était de procéder par trouver quelques axes analytiques sur lesquels il allait situer le droit allemand, le droit anglais, le droit suédois et le droit américain. Des axes qui sont assez intéressants en se disant comment est-ce que réfléchissent les juristes de ces systèmes? Par exemple, est-ce que les juristes dans système X pensent que le droit de leur pays est autonome, est indépendant, ou est-ce qu'au contraire, à l'autre bout de cette échelle, ils considèrent que le droit reflète un certain nombre d'influences, par exemple économiques, politiques. Deuxième axe, c'était par exemple de dire est-ce que les juristes de ce système considèrent que le droit est déterminable ou indéterminable. Et encore une fois, on trouve que les deux extrêmes sont représentés par l'Allemagne d'un côté qui considère que le droit allemand est déterminable, que face à une série de faits, il y a une seule réponse juridique qui est valable et qu'il y a un système assez formalisé pour trouver cette bonne réponse. À l'autre bout de l'échelle, aux États-Unis, au contraire, on opte plus pour un droit ou une réflexion qui est de considérer que le droit est indéterminable et que pour la même série de faits, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Donc, il situe ces 4 systèmes de droit sur ces différents axes et effectivement, on constate à la fin que les deux opposés sont formés par l'Allemagne d'un côté et les États-Unis d'un autre. En Allemagne, c'est assez intéressant. Par exemple, le juriste allemand a la plus longue formation de tout juriste. Ils sont tous des professeurs, docteurs, machin, avant même d'entamer le début d'une carrière. Très peu de juristes allemands font d'autres études, par exemple, parce que justement, ils ont tellement de droits à apprendre, ils n'ont pas le temps de faire autre chose. On le sait très bien, aux États-Unis, on ne peut pas devenir juriste aux États-Unis sans avoir au préalable fait d'autres études, que ce soit sciences politiques, économie, etc. Assez intéressant, en fait, à la base. Encore une fois, il a regardé dans les facultés de droit en Allemagne, il n'y a aucun professeur économique qui enseigne dans les facultés de droit allemands. Alors qu'aux États-Unis, même c'est le cas en Angleterre aussi, même pour moi, je me souviens, j'avais des professeurs d'économie qui enseignaient dans les facultés de droit. Donc, toute une discussion que je ne peux que vous recommander parce que c'est assez intéressant et qui finalement, autre réflexion, par exemple, dans les facs américaines, on trouve un grand nombre de professeurs de droit issus du droit civil qui partent aux États-Unis, qui enseignent le droit américain aux Américains en anglais, bien qu'eux-mêmes soient issus d'un pays comme la France ou l'Allemagne. Inimaginable, par contre, d'aller en Allemagne enseigner le droit allemand en ayant un background de droit britannique ou américain. Donc tout ça pour dire que ce n'est probablement pas le contenu du système juridique qui est intéressant, mais la façon de penser d'où vient le droit,
à quoi sert le droit? Et bien évidemment, souvent, on arrive à la même conclusion, que l'on soit allemand ou américain ou britannique. Souvent, face à une décision à prendre, on prend la bonne décision sur les mêmes bases. Mais Lundmark, à la fin, considère que les juristes allemands sont surtout très bons à trouver et à dire quel est le droit. Qu'est-ce que dit la loi face à cette situation? C'est ça leur formation, en fait. Et c'est vachement utile. Avoir quelqu'un dans l'équipe qui peut te dire qu'est-ce que le droit dit sur cette question, c'est franchement assez utile en tant que directeur juridique. Par contre, ce n'est pas forcément ce que nous demande toujours le PDG. Le PDG se fiche pas mal de savoir ce que dit le droit. Il veut savoir s'il doit partir par là ou partir par là. Et donc, je pense qu'il est assez intéressant d'avoir un mélange, et j'étais content de savoir que chez Alstom, ça se reflète effectivement. Il est important d'avoir un mélange, à mon avis, et de ne pas dire que l'un prime sur l'autre. Mais encore une fois, c'est assez évident, une diversité au sein des directions juridiques apporte beaucoup de valeur. Dans ce contexte-là, Charlotte, avec tous les systèmes qui veulent prendre leur place, quel est le rôle que vous jouez en tant qu'influenceur par le droit à l'international au ministère? Vaste question. On agit sur plusieurs terrains. Je le disais tout à l'heure, nous on travaille vraiment sur le fait l'utilisation du droit pour répondre aux enjeux du développement durable. Donc on apporte aux pays qui ont en commun avec nous le système civiliste, on essaye de travailler sur des réponses à des questions qui se posent, sur des évolutions qui ne sont pas nécessairement les nôtres d'ailleurs. Et voilà, donc on utilise notre expertise pour ça, sur des sujets particuliers. Actuellement, par exemple, la Chine nous a saisis sur une réflexion sur un code civil chinois, sur un code de l'environnement chinois. Et donc on envoie à travers une plateforme d'expertise des experts discuter avec nos homologues chinois pour leur apporter les solutions que nous on a, libre aux Chinois ensuite de choisir ce qui les intéresse le plus et ce qui est le plus en adéquation avec leur système. On travaille comme ça du coup sur un certain nombre de réformes législatives dans beaucoup de pays, et en général des pays de tradition civiliste. Donc on a créé pour ça, de façon à coordonner un petit peu l'équipe France, qu'on appelle, un petit peu barbare, je m'en excuse, la plateforme des acteurs français de la coopération juridique et judiciaire à l'international, tellement long que j'en arrive à me tromper dedans, qui regroupe à peu près 70 institutions publiques et associations d'intérêt général, dont la FJE, mais bien d'autres, l'IDEF aussi, dont est le vice-président M. Mercadal. Et là, on essaye de coordonner un petit peu nos actions pour répondre ensemble et de façon coordonnée, pas certaines professions de leur côté et puis d'autres professions de l'autre, aux enjeux du développement, aux enjeux juridiques du développement. Pour ça, on travaille par exemple sur des fiches pédagogiques. Donc il y en a 3 qui sont en cours, qui sont, pour résumer, des argumentaires à nos ambassades pour faire passer des messages à nos homologues étrangers. Il y en a une donc, sur notamment toute la réforme loi Potier et loi Sapin 2, parce que les ambassades sont un relais de ces réformes et doivent pouvoir expliquer aux entreprises quelles sont leurs obligations et veiller à ce que ces obligations soient remplies. Il y en a une sur la propriété intellectuelle. Il y a une spécificité française, effectivement, qui est demandée par un certain nombre de pays et auquel on doit pouvoir répondre avec des arguments assez concrets. Et la dernière, c'est effectivement d'expliquer ce qu'est le droit continental, le droit de tradition civiliste. Et il y en a d'autres, j'espère qu'on va pouvoir travailler cette année sur le droit et le numérique, notamment en ce que les professions juridiques ont développé de solutions innovantes pour se mettre à l'heure du numérique, que ce soit en médiation, que ce soit en digitalisation, en dématérialisation, etc. et tous les enjeux contractuels que ça engage. On travaille aussi sur des groupes de travail thématiques. Donc là, toutes les institutions sont libres de faire travailler leurs experts. Donc c'est un petit peu un appel du pied aussi à la FJE pour envoyer des experts dans les différents groupes. Il y en a 5 pour le moment. Il y en a un sur l'OHADA, donc l'Organisation d'harmonisation pour l'Afrique du droit des affaires. Il y en a un sur le droit de l'environnement. Il y en a un sur les classements économiques, un sur les partenariats publics-privés et un sur la formation du personnel de justice en Afrique en particulier. Ensuite, on fait beaucoup d'actions, je vais essayer de résumer.
On a une plateforme collaborative en ligne qui s'appelle YouScope, qui est en cours de refonte, qui permet à tous les acteurs d'échanger un petit peu les informations. C'est un peu le point d'entrée quand on ne connaît pas l'amplitude du mouvement, je dirais. Et donc je vous invite à aller le consulter de temps en temps pour voir ce qui se passe chez les avocats, les notaires, les huissiers, à la Fondation, à la FJE, à la FCE, etc. etc. Et ensuite, nous, on a des interventions thématiques donc en représentation de la France dans des organisations internationales telles que la CNUTSI, la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international, auprès de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, auprès de l'OADA, effectivement, en tant que partenaire technique et financier, voilà, sur des thématiques particulières. Et je suis particulièrement les sujets des PPP, partenariats public-privé, l'index de la sécurité juridique et donc son corollaire, le Doing Business, je le présente comme ça, maintenant ça fait plus chic, et un certain nombre d'autres sujets. Donc si jamais vous avez effectivement des questions, des propositions de fiches thématiques, de groupes de travail, n'hésitez pas à me contacter, c'est avec grand plaisir que j'essayerai de donner un retour positif. On essaye d'avoir un maximum d'activités sur le sujet qui est vaste et qui regroupe très, voire trop nombreuses thématiques juridiques. Merci beaucoup. Effectivement, c'est très, très vaste. Si on retourne un peu dans la pratique du contentieux, un aspect très intéressant de la dualité des droits, c'est la gestion des conflits. Et je pense, Pierrick, que vous aviez une intervention sur l'arbitrage ou votre expérience en matière d'arbitrage. Oui, c'est vrai que comme chez Alstom, on est surtout impliqué sur les grands projets de construction d'infrastructures. Ce sont des projets qui génèrent parfois des conflits et donc on a beaucoup de procédures d'arbitrage. Avant de développer ce point, je ne peux pas ne pas réagir sur les statistiques de directeurs juridiques français, allemands, anglo-saxons, etc. En fait, chez Alstom, mes 4 prédécesseurs étaient soit anglais, soit américains. Il m'est jamais venu à l'idée qu'ils soient dans leur poste en raison de leur nationalité. J'ai toujours pensé qu'ils étaient dans leur poste parce qu'ils étaient compétents. C'est peut-être mon respect de la hiérarchie. D'ailleurs, j'espère que le même raisonnement s'applique dans mon cas. Voilà, donc... Ensuite, j'ai été recruté par Pascal Durand-Barthès, qui était le dernier Français après moi dans ce poste. Je le signale pour lui rendre hommage, puisqu'il vient souvent à la FJE nous parler de différents sujets. Donc, pour revenir à l'arbitrage, en effet, c'est un terrain d'étude, je pense, intéressant, puisque c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de thèses qui sont développées sur notamment l'anglo-américanisation de l'arbitrage, quelle est la place pour les procédures de droit civil dans les procédures d'arbitrage. Je pense qu'il c'est vrai qu'il y a un effet indéniable qui est déjà l'effet linguistique. Comme Adam aime beaucoup les auteurs germanistes, je vais citer le philosophe Wittgenstein, qui enseignait à Cambridge au début du XXe siècle, et qui, dans ses analyses, a finalement conclu que les frontières d'un pays se définissent par son expansion linguistique. Et donc, plus une langue est parlée en dehors des frontières du pays, plus les frontières se repoussent pratiquement à l'infini. Un autre auteur allemand dont j'ai amené le petit livret, parce qu'il est très intéressant, c'est un grand ponte de l'arbitrage en Allemagne, le professeur Helsing, en fait, développe des analyses pour expliquer que lorsque les parties choisissent l'anglais comme langue de la procédure d'arbitrage, quelque part implicitement, elles acceptent l'introduction dans les procédures d'arbitrage de mécanismes de procédure de common law qui, je pense, est également intéressant au niveau de l'analyse. Alors ensuite, on a les éternels débats autour de la procédure de discovery qui fait son apparition dans des procédures qui en principe devraient être des procédures de droit civil. Je pense que d'un côté il y a des éléments factuels qui sont indéniables. En même temps, et comme nous sommes une assemblée de juristes d'entreprise, je pense qu'on doit aussi s'interroger sur notre propre rôle, quelque part notre propre part de responsabilité, et également quelles sont les actions qu'on peut mettre en œuvre pour rejoindre les actions gouvernementales ou les actions institutionnelles de promotion
de nos systèmes de droit. Quand je suis revenu en France après 15 ans à l'étranger pour prendre mon poste à l'époque au secteur transport d'Alstom, l'une de mes premières réunions, c'était l'un des juristes de ma nouvelle équipe qui venait un peu en catastrophe discuter d'un sujet avec moi sur une procédure d'arbitrage où la question stratégique qui se posait était de savoir dans quelle mesure on allait s'opposer à l'étendue de la discovery demandée par la partie adverse dans la procédure d'arbitrage. Donc, avant de répondre, je commence par mes batteries de questions et donc je demande mais quelle est la procédure d'arbitrage dans cet arbitrage? Donc, arbitrage CCI, d'accord. Lieu de l'arbitrage, Genève, Suisse, d'accord. Loi applicable au contrat, la loi d'un pays de droit civil. Et donc je dis mais comment se fait-il que dans une procédure d'arbitrage CCI avec le siège de l'arbitrage dans un pays de droit civil et une loi applicable au contrat d'un pays de droit civil, on se retrouve confronté à cette question de l'étendue de la procédure de discovery. La réponse qui m'a été donnée, c'est en fait le panel des arbitres est composé de 3 arbitres anglo-saxons. Donc après, comment se fait-il qu'on ait 3 arbitres anglo-saxons? Je n'ai rien contre les arbitres anglo-saxons, mais c'est vrai que c'était un peu paradoxal dans une procédure de droit civil. Ensuite, l'explication, c'était en fait les 2 cabinets de la partie adverse et le nôtre sont des cabinets anglo-saxons et donc il y a eu des désignations d'arbitres anglo-saxons, etc. Donc une fois encore, c'est pas une critique vis-à-vis des arbitres anglo-saxons ou des cabinets anglo-saxons, mais c'est vrai que ça interpelle en termes de paradoxe des forces en présence. Ensuite, comme nous avons également dans l'Assemblée des professeurs, je pense que l'enseignement est un bon véhicule pour promouvoir notre système de droit. J'enseigne les contrats internationaux à Sciences Po et j'enseigne en anglais. Alors vous allez me dire, c'est un peu paradoxal de faire la promotion du droit continental si on enseigne en anglais. Mais en fait, comme j'enseigne en anglais, entre 50 et 75% des étudiants de mon cours sont étrangers et beaucoup anglo-saxons, puisque ce sont les étudiants Sciences Po qui prennent les cours en anglais, puisqu'ils ont peut-être plus de difficultés en français. Et vous parliez, Bénédicte, tout à l'heure de Potier. Quand je parle de lavage de Potier aux étudiants anglo-saxons pour expliquer le lien de causalité entre le dommage et l'acte dommageable, je peux vous dire que les étudiants anglo-saxons ont des étincelles dans les yeux, ils sont complètement fascinés et complètement curieux et avides d'apprendre plus sur nos systèmes de droit. Donc je pense que c'est un domaine sur lequel on peut se pencher. Ensuite, pour revenir à Wittgenstein et la langue anglaise, je dirais avant même de faire la promotion de notre système de droit, il y a aussi la promotion de la langue française, puisque si on applique les mêmes causes générant les mêmes effets, plus la langue française rayonnera à l'étranger, plus notre système de droit sera reconnu. Bénédicte, comme il nous reste que peu de temps, j'aimerais bien vous donner un dernier moment. Vous vouliez parler tout à l'heure de la portion du droit européen dans cette concurrence des droits. Est-ce que vous avez un mot de la fin à nous dire à ce sujet-là? Revenez. Un mot de la fin, non, mais peut-être un élément d'étonnement que je voudrais partager avec vous. On dit toujours qu'on aime beaucoup, nous, en France, les commémorations, les célébrations. En 2015, on a vu au Royaume-Uni de très grandes célébrations en l'honneur de la Magna Carta. Donc, cette Magna Carta, c'est le début du droit constitutionnel, c'est le début des droits fondamentaux. En fait, la Magna Carta est un peu un mythe. C'est un mythe fondateur, mais ce sont les Américains, finalement, qui l'ont ramené au goût du jour au XVIIe, XVIIIe siècle. Et de ce point de vue-là, nos amis britanniques sont extrêmement habiles. Ils ont célébré les 800 ans de la Magna Carta pour montrer, d'une part, qu'ils pouvaient parfaitement sortir du système européen des droits de l'homme et, accessoirement aussi, de l'Union européenne, parce qu'ils ont leur propre système constitutionnel de droits fondamentaux fondé sur la Magna Carta, et que quand ils ont ratifié la Convention européenne des droits de l'homme avec le Human Rights Act, c'était pas pour que le droit anglais devienne un ossuaire et meure de sa propre mort. Et par ailleurs, ils ont fait de cet événement Global Law Summit,
Donc le lien entre la Magna Carta et le Global Law a immédiatement été fait, invitant l'inventeur d'Internet à faire une Magna Carta des droits en matière de numérique. Et donc, il y avait quand même immédiatement, vous voyez, cette espèce de conviction et d'assurance qu'il se positionnait comme le pays leader en matière de droit global. Et évidemment, la langue aide énormément. Mais sans doute faudrait-il que nous, en France, nous ayons peut-être moins de nostalgie, plus de fierté, plus d'audace aussi, pour pouvoir avancer nos idées qui sont tout à fait innovantes également, en français ou en anglais. Vous avez parfaitement raison de dire qu'il faut enseigner le droit français en anglais, il faut le traduire en anglais. À cet égard, le fait que nous recodifions le droit est excellent parce que du coup, ça entraîne des traductions juridiques du droit. Et un autre élément d'évolution qui me paraît formidable pour le rayonnement du droit français à l'étranger dont on n'a pas parlé, c'est le fait que la Cour de cassation va davantage motiver ses décisions. Elles seront donc mieux comprises. Et aujourd'hui, dans cet espace européen où circulent librement les décisions de justice, il est tout à fait nécessaire que nos décisions soient compréhensibles, même par ceux qui n'ont pas appris la technique de cassation à l'université. Écoutez, merci beaucoup. Entre la haine, la cohabitation, la concurrence, je pense qu'il y a encore beaucoup de sujets à creuser et à développer, et c'est effectivement un très bon sujet pour la FJE pour l'année qui vient. Je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions. Oui, s'il y a des gens dans la salle qui ont une ou deux petites questions pour les panélistes. Jacques-Henri Robert, je suis professeur de droit émérite à Paris 2. Je salue mon protecteur, M. Mercadal. C'est plutôt un complément bavard sur le droit pénal dont vous avez fait parler il y a un instant. Pendant des années et des années, les juristes français nous ont bassinés avec la supériorité du droit anglo-normand. Je dirais anglo-normand et pas anglo-saxon. Sous prétexte qu'il est accusatoire et pas inquisitoire. Et cette vieille balançoire remonte à Voltaire, qui détestait l'Église et il disait le droit français est inquisitoire parce qu'il est ecclésiastique, donc il est mauvais. Et alors, nous devons à M. Strauss-Kahn un progrès immense. Il nous a montré que le droit accusatoire pouvait être d'une férocité terrible, qu'il a été mis en prison sans connaître les preuves articulées contre lui, sans être confronté à son accusatrice, et que jamais, jamais une pareille injustice n'aurait été faite en France. J'ai enseigné le droit anglais à des Français, de même que les borgnes sont rois au royaume des aveugles, j'ai fait ça. C'était peut-être un peu ridicule, mais j'ai appris beaucoup de choses. Vous avez dit que la différence était plus grande qu'avec le droit civil, c'est vrai. Et j'ai fait un plan en 2 parties et 2 sous-parties à l'avance au mois d'août, pendant que je préparais ce cours. Ça n'a pas marché. Il y a en droit anglais autant de codes qu'il y a d'infractions. Il y a un code du meurtre, un code du vol, un code de ceci, un code de cela. Et ça n'est qu'une série d'exceptions, une poussière, ce qui fait d'ailleurs la fortune des avocats anglais. Enfin, sur le vocabulaire, vous avez bien dit, ma chère collègue, que ces questions de vocabulaire étaient très importantes et que le droit anglais était un droit d'origine normande. Les mots indictment, tous les mots de la procédure anglaise, arraignment, c'est arraisonnement, sont des mots normands. Et on dit toujours anglo-saxon, mais c'est pas vrai. Les Saxons ont été écrabouillés par les Normands et le droit que nous appliquons est un droit, enfin le droit que vous dites commun, est un droit anglo-normand et il n'a rien à voir avec les Saxons. Pourquoi dit-on anglo-saxon? Ben, ça remonte à Gibbon ou à Gibbon. On dit Gibbon en anglais, n'est-ce pas? À propos de la chute de l'Empire romain qui en vérité dit la supériorité des races nordiques, c'est-à-dire les Anglais et les Allemands, puisque vous veniez d'hériter d'un roi allemand. Donc il fallait dire que les Latins, c'est moins bien, et les hommes du Nord, on a trouvé anglo-saxons, mais ce n'est pas tout vrai.
des anglo-normands, ou enfin des gens du Nord, qui sont supérieurs à des latins. Et j'ai épousé une Anglaise, quand elle veut m'injurier, elle dit « t'es un latin ». Merci pour cette belle perspective. D'autres commentaires ou questions? Partage d'expérience. En attendant la prochaine question, je voulais juste répondre que je suis né à Bayeux, où il y a la tapisserie de la Reine Mathilde, et je suis allé au lycée à Caen, en face du château de Guillaume le Conquérant, donc vous m'avez mis en confusion totale, je ne sais plus de quel côté je dois me situer maintenant. On a une question au fond de la salle. Bonjour, je souhaiterais juste avoir un avis de votre part sur l'inspiration, selon vous, quelle est l'inspiration de la réforme du droit des contrats? Est-ce qu'on va plus tendre vers justement un régime, bon, tout à l'heure vous parliez de clauses abusives d'entre professionnels, d'où vient cette idée? Est-ce qu'elle est bien du droit allemand? Est-ce qu'on se dirige vers justement un gouvernement des juges et peut-être plus un système de droit tendant vers, comme le Conseil d'État, enfin vers quelque chose de jurisprudentiel? Quel est votre avis sur cette réforme du droit des contrats et ses origines? Voilà. Merci de me poser cette question. C'est une petite page de publicité pour les éditions Dalloz qui ont publié ce livre aux sources de la réforme du droit des contrats. Comme il n'y a pas eu de loi, que c'est une ordonnance, on a peu de choses sur les travaux préparatoires et le rapport au président de la République est bien fait, mais ça laisse un peu sur sa faim. Alors, pour répondre à votre question sur les clauses abusives et sur l'influence du droit comparé, je vais les prendre dans l'autre ordre d'ailleurs. Sur l'influence du droit comparé, d'abord, il faut dire que la plus grande influence est venue du droit européen. Ça a commencé à une époque où on croyait qu'on allait vers un droit européen des contrats. Ensuite, on a regardé certains droits nationaux, particulièrement le droit allemand, mais pas tellement le droit anglais, même pas du tout, je dirais. Les principes d'unidroit ont eu une influence considérable, ainsi que les principes du droit européen du contrat. Sur la question des clauses abusives, il n'est pas inintéressant de rappeler que la réforme des contrats a commencé en 2005. À l'époque, Jacques Chirac était président de la République, si je ne me trompe. Et à l'époque, dans le premier projet de la chancellerie, il n'était absolument pas question d'avoir un texte permettant aux juges de sanctionner les clauses abusives entre professionnels. Puis il y a eu d'autres projets. Christiane Taubira était ministre de la Justice, a repris la réforme, et là a été introduit un texte qui allait très loin, puisque la sanction des clauses abusives se faisait même entre contractants qui avaient négocié le contrat. Puis, ça a été supprimé pour la partie contrat négocié, et seul est resté à la fin, un peu comme un compromis, cette disposition, l'article 171, il faut que le contrat ou la clause n'a pas été négociée. Et aujourd'hui, on rediscute de cette question, comment définir le contrat d'adhésion, la clause négociée ou non. Et on en reparle à propos de la loi de ratification. Donc je dirais que sur cette question des clauses abusives, certes, il y a peut-être une influence du droit allemand. Il aurait été très intéressant de regarder ce que dit le droit anglais. Parce que vraiment, cette loi de 1977 et la manière dont elle distingue entre le contrat, le fait que la loi a été choisie par les parties ou non, est intéressante et originale. Mais c'est pas le droit allemand. C'est vraiment là, c'était vraiment une question politique. C'était l'influence du MEDEF plus ou moins forte selon les majorités politiques. Et beaucoup le droit européen qui allait dans ce sens, qui a été finalement retenu par l'article 171 également. Donc une influence, et ça c'est très important. On voit qu'aujourd'hui le législateur ne va pas transposer une solution nationale. C'est important aussi quand on veut faire rayonner notre droit. Il ne faut pas espérer transposer ou exporter le droit français. Ces phénomènes d'acculturation sont dépassés. Aujourd'hui, ce que regardent les législateurs lorsqu'ils vont réformer leurs droits, ce sont les modèles régionaux et internationaux avant même les modèles nationaux. Le droit belge des contrats est en train d'être réformé.
Quant au législateur suisse, il y a quelques jours à peine, enfin, le gouvernement suisse, qui était saisi d'une demande, a dit « Alors nous, on ne va pas réformer le droit des contrats, on a le Code des obligations qui date de 1908 ou 1912, et il est très bien comme ça, et les partis choisissent le droit suisse, donc ne cédons pas à la tentation de la modernité. » Et donc on va voir s'ils ont raison de faire ce choix et s'il va tenir. Alors, il me reste à remercier les membres du panel, un groupe diversifié qui, je pense, a bien animé le débat, et aussi remercier Evelyne Aono pour sa contribution à la préparation de cette table ronde.